démarrer et je te dis à tout à l'heure. Merci. D'accord, merci. Donc bonjour à tous. Donc merci de m'accueillir lors de ce RIDA. Ce que je vous propose, c'est de nouveau faire une petite présentation sur le chemsex et sur les définitions, sur les pratiques, et ensuite effectivement d'échanger autour de voilà, ce que vous pouvez observer vous dans vos prises en charge et nous la manière dont on assure la prise en charge des chemsexeurs et comment on peut travailler ensemble sur cette thématique. Donc les diapositives qui suivent sont le fruit d'un travail qu'on a mené dans le groupe addiction du Corévi, qui mène de nombreuses formations sur le thème du chemsex. Donc en termes de définition, on fera rapidement, hein, le mot chemsex vient de chems pour chemicals, donc tout ce qui renvoie à la substance, et sexe effectivement à la sexualité. C'est de la consommation de produits psychoactifs en contexte sexuel. Donc effectivement, on a tendance à entendre dire parfois, mais en fait, c'est rien de nouveau, c'est des choses qu'on peut voir dans et hors la communauté gay, il n'y a pas de nouveauté nécessairement là-dessus, mais on va voir durant cette heure qu'effectivement, il y a quand même des spécificités liées à des produits particuliers qui sont essentiellement des catinones de nouvelle génération. C'est aussi tout un ensemble de pratiques sexuelles, c'est un vocabulaire, c'est une place vraiment singulière qui est laissée aux applications géolocalisées. Et tout cela concourt à en faire un objet singulier qui demande une approche, je pense, particulière. Donc, vous pouvez voir, j'aime bien ce même autour de comment aborder le chemsex là, sur la gauche de l'écran. Est-ce que c'est par l'addiction? Est-ce que c'est par la sexualité? Est-ce que c'est ni l'un ni l'autre? Nous, la manière dont on a pu travailler avec AIDS à Bordeaux, c'est que le CUID avait une spécificité autour des addictions, aide à une spécificité par rapport à la prise en charge de la question sexuelle. Et effectivement, on recevait l'un et l'autre un nouveau type de patient à partir de 2016 et on n'avait pas la réponse adaptée clairement pour une prise en charge efficace. Donc on s'est réunis, on a commencé à travailler dans un groupe de travail qui est composé à la fois de chemsexeurs actifs, donc on est dans une approche très communautaire, et à la fois de personnes qui sont salariées. Donc une personne de chez Aide, Mathilde en l'occurrence, qui est mon binôme sur cette action, et moi, et ensuite Clotilde, qui travaillant sur le CARUT et le XAPA au CEID. Donc on a grâce à ce groupe, appris des pratiques de chacun et puis en étant toujours au plus près de ce qui se passait localement, puisqu'on a dans notre groupe de travail, donc vraiment le groupe qui pense nos actions, des chemsexeurs, je le répète, qui sont des chemsexeurs actifs. Donc, pour revenir sur sa question de définition, là, sur la première diapositive, vous pouvez voir la définition qui a été validée par le RESPAD, qui est certainement la plus ancienne. Une autre qui peut être aussi intéressante, qui est celle mise en place, mise en avant par l'OFDT. Et effectivement, dans les deux, on est plutôt sur une population d'hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Donc effectivement, sur la question du chemsex, on peut par moment entendre tout un débat autour du fait, faut-il dans cette définition intégrer des hétérosexuels ou pas. Nous faisons le choix effectivement de cloisonner un peu cette pratique du chemsex uniquement au HSH, donc aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, mais je suis tout à fait ouverte au débat sur cette question-là. Donc on va commencer avec un petit peu de vocabulaire, hein.
Donc, vous voyez qu'il y a une réappropriation du vocabulaire qu'on peut avoir d'habitude avec des usagers de drogue qu'on peut suivre dans nos structures de façon plus classique. Donc, les drogues, les produits ne vont plus être appelés drogues, elles vont être appelées chems. Certains diront chems. Vous allez avoir ce que certains appellent parties fines ou partous ou sex parties seront généralement appelées party and play, donc PNP. Et lorsqu'il y a un travail de recherche de partenaires via les applis de géolocalisation, pour se reconnaître entre partenaires ayant les mêmes pratiques et donc consommant des substances dans un contexte sexuel, les mots-clés vont être par exemple plan long, qui indique clairement une sex party avec produit. Un des produits phares, on va en reparler, qui à l'heure actuelle connaît un plein essor parce que certainement par un effet de porosité se diffuse aussi dans l'espace festif clubbeur, c'est le GBL qui sera appelé G ou qui sera appelé Gina. Lorsque vous entendez les appellations 420, ça rappellera nécessairement le cannabis. La méthamphétamine, qui est la drogue qui n'est pas nécessairement la plus consommée en France dans la communauté qui pratique le chemsex, mais qui est vraiment une drogue qui bénéficie chez les chemsexeurs d'un aura tout à fait singulier, qui est la méthamphétamine, ne sera pas appelée méthamphétamine, mais sera appelée Tina. Donc, on peut faire des plans longs avec Gina et Tina. Donc, ça veut dire G et méthamphétamine. Localement, il y a quand même une claire préférence pour les catinones substituées, 3-MMC et ses petites sœurs, on va en discuter. Vous voyez, par exemple, pour une partie, lorsque le T apparaît en majuscule, ça indique qu'il y aura la présence de méthamphétamine, le T renvoyant à Tina. Et puis, si on continue avec ce vocabulaire qui est spécifique et qui est je ne sais pas comment dire, il y a l'injection de drogue qui ne sera pas appelée de cette manière-là, qui sera appelée un slam, ou se slammer, ou faire du slam, ou du slamming, et on ne parle pas de tanker, injecter, comme on peut le faire avec des usagers que l'on suit plus classiquement en carut. Et puis, lorsque vous vous intéressez ou vous naviguez sur ces sites de géolocalisation, de rencontres, vous avez toute une série de petites émoticônes qui permettent de repérer la personne qui nous intéresse, donc avec, par exemple, 3 gouttes renvoie au bareback, le point généralement à la pratique du fist, le cochon aux pratiques hard au sens large, le diamant, c'est l'escorte, donc vous aurez aussi toute cette partie escorting, donc là on dit en général pas prostitution, on dit escorte, ou alors tout le phénomène des daddy sugar, c'est-à-dire le fait d'être entretenu par quelqu'un en échange de faveurs sexuelles. Et ensuite, il y a toutes les indications qui renvoient aux pratiques aussi sexuelles, donc avec TMB pour très bien monter, tout ce qui renvoie, est-ce que ça va être des actes passifs ou actifs, ou alors si les personnes sont versatiles, donc ça a son importance pour tout ce qui est approche RDR et stratégie de réduction des risques. Et puis, il faut aussi être très attentif à toutes les notions, comme celle indiquée par exemple safe, c'est-à-dire est-ce que les gens sont sous PrEP ou alors sous traitement, donc avec des charges virales indétectables, pardon, ou bien des tests récents garantissent une certaine sécurité lors des rapports. Voilà. Donc, vous voyez un vocabulaire qui est spécifique, qu'on a besoin d'apprendre et de réapprendre régulièrement, puisque c'est en constante évolution. Donc, c'est aussi des produits spécifiques. Donc, classiquement, on voyait bien de la MDMA, ça, c'était pas spécialement nouveau. De la cocaïne, effectivement aussi, et puis de la kétamine, du poppers, du GBL, et une place vraiment
très, très singulière pour toutes les grandes familles des catinones substitués. Donc, on a commencé par voir la méphédrone. Lorsqu'il y a eu une tension au niveau police qui était plus marquée sur ce produit-là, il y a eu des glissements. Et là, on passe d'une grande période de présence sur notre territoire d'une catinone substituée qui s'appelle 3-MMC, qui est en train de se faire remplacer par une nouvelle qui s'appelle 3-CMC et d'autres dont on pourra parler également. Et puis, vous voyez aussi les cristaux, les gros cristaux qui sont en dessus des parachutes, c'est de la méthamphétamine. Et à côté, effectivement, les benzodiazépines, puisqu'ils ont une place vraiment singulière dans le sens où lorsqu'il y a plusieurs heures, voire plusieurs jours de consommation et qu'il faut reprendre une activité normale après ces temps de consommation et de pratiques sexuelles sur de nombreuses heures, il y a nécessité souvent pour ces personnes-là de consommer des benzodiazépines pour pouvoir dormir, parce que le niveau d'excitation est quand même très élevé. J'ai quand même indiqué l'alcool qui a toujours sa petite place, avec une difficulté particulière du fait que sa consommation est en général incompatible avec la prise de GBL. Donc, pour rappel, le GBL, on va en reparler, c'est la prodrogue du GHB. Donc, le GHB, c'est un produit qui est classé stupéfiant. Donc, c'est un produit qui est quand même assez difficile d'accès. Le GBL, en tant que prodrogue, lorsque vous consommez du GBL, votre corps va le métaboliser automatiquement en GHB. Donc, les consommateurs font le choix de plutôt se tourner vers le GBL, qui est un solvant très puissant. Il est surveillé, il y a une réglementation singulière, il n'y a pas de possibilité d'interdiction ou en tout cas de classement, parce qu'il est très utilisé dans l'industrie, c'est un solvant très puissant. Et donc, les usagers se sont plutôt tournés vers l'achat de GBL, soit sous une forme liquide, soit sous une forme gel. Donc, c'est un produit qui ne s'injecte pas, c'est un produit qui s'avale. Et là, depuis quelque temps, on voit des choses absolument incroyables avec des plugs de GBL, mais ça reste quand même anecdotique. C'est un produit qui est essentiellement pris par voie orale. Et puis, vous voyez sur la gauche, 3-CMC is the new 3-MMC, c'est-à-dire que fin 2021, on a eu de grands changements par rapport à l'accessibilité de ces produits-là. Donc, ces produits de nouvelle génération sont produits fabriqués en Chine et ensuite rapatriés sur le territoire européen avec des pays qui étaient des pays phares pour leur redistribution et qui étaient porteurs de plateformes de vente, on les verra un peu plus tard. Donc, il y a eu un changement de réglementation au niveau des Pays-Bas qui avait qui laissait une certaine liberté de vente et de revente de cette fameuse 3-MMC sur son territoire. Il y a eu un changement de réglementation, donc les usagers se sont vus substituer leur molécule habituelle qui était alors 3-MMC par une autre qui s'appelle 3-CMC, qui est une cousine, mais qui a quand même des effets différents, notamment à l'injection, notamment lors du sniff. Et ils n'étaient pas du tout prévenus de ce changement. Là, je vous ai fait une capture d'écran du site qui le vend, mais c'était dans des conditions générales de vente. Il fallait cliquer 3 fois pour arriver à avoir l'information. Voilà. La kétamine est là ponctuellement. Alors, elle a des propriétés d'anesthésie, donc ça peut être intéressant pour tout ce qui est fist-fucking, effectivement. Mais comme là aussi, on observe une diffusion de la kétamine en contexte festif à l'heure actuelle, il n'est pas étonnant qu'on la retrouve également à cet endroit-là. Cette petite diapo, c'est des données OFDT sur des saisies douanes notamment et synthèse. C'était juste pour vous montrer la forte présence de saisies et de NPS, donc nouvelles drogues de synthèse, ou RC pour Research Chemicals. Ces catinones substituées sont très représentées parmi ces nouvelles substances de synthèse. Alors, lorsqu'on est un usager HSH et qu'on pratique le chemsex, on a 2 manières d'accéder aux produits. Soit on achète directement sur des sites de revente,
Je vous en ai mis quelques-uns, vous voyez, avec la reprise vraiment des codes de la communauté gay. Donc, c'est des sites sur le surfacique, donc vous rentrez c'est via Google et vous achetez ces molécules-là qui vous sont livrées par FedEx, par UPS, directement dans votre boîte aux lettres. Ça, c'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est de se rendre chez un dealer qui va vous remettre exactement les mêmes molécules, qu'il aura lui-même acheté sur ces sites-là, mais comme il les aura achetées en plus grande quantité, il les aura eu à des prix très très bas. Et c'est vrai qu'on note quand même qu'il y a beaucoup de deals, c'est de l'usage-revente. C'est essentiellement de l'usage-revente au sein de la communauté. Il n'est pas envisageable pour un chemsexer dans les rues ou dans un quartier pour aller toucher ce genre de produit. C'est vraiment un circuit singulier. Voilà. Donc, vous voyez sur votre droite, c'est un emballage type que vous pouvez recevoir si vous achetez ces produits-là. Donc, vous avez la référence avec le numéro CAS de la molécule et puis après, tout cela parfaitement emballé dans divers petits contenants et vous recevez un petit paquet directement dans votre boîte aux lettres. Donc, les contextes de consommation à la fois de produits et de sexe, c'est essentiellement dans un cadre privé, donc ce qui nous renvoie vraiment à des difficultés de prévention et d'action de RDR très ciblées. On est un peu sur le modèle des interventions festives, donc il faut être au plus près du moment où se passe la conso et effectivement, ça peut être difficile pour les équipes de se trouver là à ce moment-là. On a tout à fait des gens qui consomment à deux, mais on a aussi tout un système de sex parties qui peuvent être organisés, soit en amont, avec des partenaires connus ou des partenaires inconnus, dans le sens où, avec le système des applications qui permettent la géolocalisation, on va identifier des personnes qui sont prêtes à faire du sexe à un moment donné autour de chez soi. Et donc, on peut avoir comme ça des gens qui vont se présenter dans les appartements et rester un temps, une heure ou des fois plus longtemps. Donc, je le répète, à la fois des partenaires connus et à la fois des partenaires inconnus. Des consommations en sauna. Alors là, en sauna, à Bordeaux, c'est un peu plus compliqué maintenant, mais il n'y a pas que Bordeaux dans le monde, avec une frilosité des gestionnaires d'établissements qui ne facilitent pas les interventions dans ce genre de lieux. Pareil pour les lieux festifs, donc à la fois dans des lieux de consommation, comme des bars, des clubs, et puis sans oublier les lieux extérieurs comme la plage, les plages ou les lieux de drague extérieurs, où on peut mener aussi des interventions spécifiques. Et puis, la place particulière du porno, aussi bien seul, puisqu'on a des usagers qui, à partir d'un temps, ne vont avoir plus qu'une pratique seule devant des pornos, et d'autres qui vont diffuser sans cesse, même lorsqu'ils reçoivent des gens chez eux, des films pornographiques, et le rapport à la pornographie est quand même extrêmement important dans les prises en charge. Donc, je parlais des applis, il y a un rôle central, donc à la fois pour trouver des partenaires, à la fois pour trouver des produits. Ça a une importance parce que ça codifie les relations et ça impose des normes au sein des groupes. Et puis, ça permet aussi de recruter lorsqu'on est escorte et d'indiquer qu'on peut pratiquer l'escorte. Donc, je vous en ai mis quelques-uns et je vous ai repris les symboles. Donc, voilà, lorsqu'il y a des seringues avec les émoticônes, ça renvoie au fait de s'injecter. Les gélules renvoient en général à la consommation, en général de 3, puisque c'est un produit qui peut être ingéré aussi. Et puis, vous avez, en fonction de ce que vous aimez, vous allez sur telle ou telle application, puisqu'il y a des spécificités en fonction des applications. Donc, effectivement, nous, lorsqu'on est dans une approche RDR produit, on s'intéresse vraiment à sensibiliser à la question des mélanges, hein, c'est-à-dire
mélanger stimulant, cocaïne, plus 3-MMC, plus maintenant ils se sont mis sur un système de ce qu'ils appellent les boosters, c'est-à-dire qu'ils achètent une catinone qui est plus puissante encore que celle qui est consommée le plus massivement et qui va être saupoudrée en petite quantité sur le produit initial. Donc, à l'heure actuelle, le mélange que je peux le plus observer, c'est un mélange de 3 CMC ou 3 MMC saupoudré d'alpha PHP, et alpha PHP étant la plus puissante des deux, et donc ils appellent ça booster. Bon, évidemment, il y a un risque cardiaque qui est indéniable. Évidemment, ces produits peuvent amener à une... Alors, pas évidemment, mais il faut savoir que ces produits peuvent amener à une perte d'érection pour, je vais dire, peut-être 80%, voire 90% des HSH, il y a une perte d'érection, donc il doit être compensé par la prise de Viagra ou de sa version Internet qui est le Camagra. Et donc, vous savez que Viagra et le Poppers, ce sont des produits qu'il ne faut pas mélanger. Et puis après, un danger spécifique lié à cette consommation de GBL et d'alcool, sachant que ça augmente le risque de blackout. Et donc, on travaille en remettant des petites fioles pour doser le GBL de façon à ce qu'ils préparent en amont avant la soirée et qu'ils évitent au maximum de se surdoser avec le GBL, parce qu'effectivement, c'est un produit qui est dose dépendant. Et lorsqu'on dépasse sa dose, qui est différente pour chaque individu, on va faire ce qu'on appelle un géol, et donc on va faire un blackout. Et c'est assez problématique pour nous, puisque on sait là maintenant que c'est une pratique qui n'est pas reconnue comme une overdose par les usagers, alors que ça en est clairement une. Et puis on a des problèmes de viol et de soumission ou de photos, on en parlera après, qui peuvent être faites lorsque les personnes font des géols. Donc, on est bien d'accord que ce surdosage de G appelé géol, c'est bien une OD. Et donc, on a essayé de travailler avec eux sur ne pas mélanger avec l'alcool, espacer les prises de 2 heures. Alors, comment essayer de garantir ces 2 heures lorsqu'on a consommé depuis plusieurs heures, voire plusieurs jours? Eh bien, on fait faire des tableaux qui peuvent être affichés sur le mur, où chacun note à quelle heure il a pu consommer. On fait des rappels via les téléphones. Voilà, on fait préparer les doses à l'avance, sachant qu'on peut, c'est assez compliqué puisque le GBL est très corrosif, donc il peut brûler les plastiques aussi. Donc, il faut faire attention avec les dosages, les seringues qui vont être utilisées pour doser, puisque les doses, c'est entre 0,5 ml et 1,2 ml, on va dire, en moyenne, qui ne doit pas être laissé dans la seringue, donc il faut le transvaser dans d'autres contenants. Enfin, il y a toute une stratégie à avoir par rapport à ça. Et puis, on les incite aussi à se renseigner sur les dosages, puisque les molécules changent sans cesse. Et il y a des différences très claires entre les dosages faits en fonction des molécules. Malheureusement, ces sites vont avoir tendance à fonctionner sur des sites de vente assez classiques, c'est-à-dire que vous avez des cadeaux, il y a des ruptures de stock, on vous donne en cadeau une molécule cousine, mais des fois sans vraiment vous indiquer de quelle molécule il s'agit. Donc, on essaie de les sensibiliser justement au risque de ces cadeaux et de ces offres, puisqu'en plus, voilà, on a des offres Black Friday, là c'est Noël, donc il y a des offres tout à fait particulières pour la fin d'année, et des fois, il y a 1 gramme d'un autre produit, d'une autre molécule qui est offert avec aucune indication sur les dosages qui doivent être apportés, enfin, sur le dosage de cette molécule-là. Investir dans une balance, et on est sur des balances à 0,001. Et puis, avec les catinones, il faut avoir une vigilance sur le risque de syndrome sérotoninergique. Donc, c'est toutes les choses dont on parle. Et puis, malheureusement, il y a un système de forum souvent sur ces sites. Donc, effectivement, il y a des communications avec des smileys qui ont des cœurs à la place des yeux, disant que tous ces produits sont absolument merveilleux, mais il ne faut absolument pas se fier à ces indications-là. Donc, on essaie plutôt d'orienter vers des sites comme Psychoactif ou Psychonautes, qui sont les références pour ce genre de substances. Si on continue sur cette idée de RDR produit, on leur dit de faire un test à chaque réception, c'est-à-dire de ne pas se doser comme d'habitude lorsqu'ils reçoivent un nouveau batch, un nouveau
un petit sachet d'un produit, d'en prendre une très petite quantité pour voir et de ne pas s'injecter directement, voir si c'est bien la molécule attendue, parce que vous pouvez voir sur la droite comment certains produits ont été bannis, ont été remplacés avec peu d'indications. Alors, la 3-MMC a été remplacée par la 3-CMC, l'alpha-PHP par l'alpha-PIHP et la 3-CMC par la 3-DMMC. Ces produits, on ne les connaît pas en fait. On a très peu d'usagers qui les ont utilisés. Donc, on travaille avec des laboratoires. Donc, nous, au CEID, on a un laboratoire qui permet d'identifier certaines molécules. Et après, je coordonne ici le dispositif synthèse qui permet de faire des remontées au niveau national. Mais effectivement, une des grosses difficultés, c'est que c'est ce turnover autour des produits qui fait que dès qu'ils ont apprivoisé une substance, ils ont commencé à identifier comment elle montait, comment ils réagissaient face à cette substance. En général, elle est balayée, remplacée par une autre. Voilà, éviter l'alcool, s'aérer. Après, on revient sur des choses très, très basiques, hein, c'est-à-dire yaourt à boire, banane, parce que lorsque ça fait 24 heures ou 48 heures qu'on est dans une sex party et qu'on n'a pas bu et pas mangé, eh bien, on retrouve des gens dans un état de faiblesse très, très avancé. Ne pas conduire, mais ça, on observe des choses assez incroyables, surtout quand on discute autour des pratiques, par exemple dans un week-end, comment les gens peuvent, sous emprise du produit, traverser Bordeaux et la métropole en long, en large, de façon absolument incroyable, en étant complètement défoncés, avec des prises de risque quand même importantes. Hein. Et puis, voilà, essayer d'accompagner la gestion de la descente qui doit être vue comme faisant partie de l'expérience de la consommation. Et effectivement, comme des fois, il n'y a pas de… Autant, par exemple, dans l'espace festif, il pouvait y avoir un apprentissage par les pairs. Là, cet apprentissage a lieu, effectivement. On en a certains qui injectent d'autres. Il y a une transmission, mais on a des personnes qui n'ont aucune connaissance sur le fait qu'un produit, on va dire, monte à une phase plateau et descende. Donc, je peux recevoir des personnes qui vont se sentir très coupables parce qu'elles ont cette baisse de morale très, très importante après des épisodes de consommation. Parce qu'elles n'ont pas du tout d'explication, elles n'ont pas du tout de connaissance sur comment fonctionnent les produits et les produits stimulants et comment ils peuvent avoir des moments, amener une euphorie importante et puis aussi amener à des descentes qui peuvent être très douloureuses et qui sont notamment avec les catinones très douloureuses. Donc, on incite beaucoup à faire tester les produits, hein, identifier à minima que c'est la bonne molécule. Donc, on a une permanence où les usagers peuvent venir amener leurs produits et ou les amener quand ils veulent, en fait, parce qu'on essaie de se rendre disponible. Et on déplace aussi l'appareil. Je vous expliquerai tout à l'heure dans quelles conditions. Si on s'intéresse à tout ce qui est RDR sexe, le gros problème, ça va être la baisse de vigilance. Hein. Ça veut dire qu'il va y avoir des prises de risques qui n'étaient pas du tout envisagées, qui n'étaient pas anticipées, qu'il va y avoir la question du consentement qui va se poser, qu'il y a un risque de trauma qui peut être important et en raison notamment de cette modification des sensations. Donc, tous ces fistes et avec une anesthésie de la zone, eh ben, on a des pertes d'équilibre, on a des déchirures, on a des choses qui peuvent être extrêmement douloureux et abîmer beaucoup les individus. Et puis, il y a cette idée de repousser ses limites dans les pratiques. Et effectivement, on a des gens qui, le lendemain, ne se sentent pas nécessairement heureux d'avoir fait ce qu'ils ont fait la veille ou les jours qui précédaient. Après, il y a des expositions aux IST, hein, mais ça, ce n'est pas spécifique au chemsex. Et puis, il faut aussi apporter des indications et des stratégies de réduction des risques, par exemple le port de gants pour lutter contre les hépatites C notamment, et par exemple quel lubrifiant choisir, comment va être manipulée la bouteille de lubrifiant, parce qu'effectivement si on est plusieurs à toucher la bouteille de lubrifiant, c'est pas satisfaisant d'un point de vue de réduction des risques. Donc avec les usagers, on met tout ça à plat et on essaie de voir les stratégies les plus adaptées pour ça. EDS a édité une petite brochure sur comment organiser une partouze, justement avec les endroits clés, comment organiser, comment nettoyer,
comment sécuriser tout ça. Et c'est un support qu'on utilise régulièrement. Donc, on invite effectivement à la vaccination VHB, VHA et HPV, à l'utilisation systématique de lubrifiants. Donc, c'est pas n'importe quel lubrifiant. Donc, on nous demande souvent des lubrifiants en poudre qui vont être réhydratés, donc il faut une stratégie particulière. Attention au partage de sextoys, qui est un risque de contamination. Et puis, avec des choses particulières comme les risques de contamination, s'il y a éjaculation du partenaire précédent avec un statut sérologique incertain, ou c'est à l'heure actuelle une façon de se contaminer. Et puis, tout ce qui est contamination manuportée, donc j'en parlais par rapport au fait, par exemple, de partager sa bouteille. On a eu des cas de contamination dans des groupes où le lubrifiant était fait dans un saladier, tout le monde pouvait mettre la main dans le saladier, et donc avec des risques de contamination, et c'est ce genre de pratique qu'on essaie de transformer pour qu'il y ait moins de risques. Je l'ai évoqué, le consentement, bon, la question des pratiques, jusqu'où on va, et puis tout ce qui est photo, film, ça aussi c'est des choses qu'il faut anticiper. La question de la dépendance au sexe, puisque ça se pose aussi. Et puis, à un moment, cette consommation qui va prendre le dessus, et il n'y aura plus de sexualité, des fois un petit peu seul devant des pornos, et puis après, finalement, il n'y aura plus que la consommation et plus de sexualité aucune, et ce sera un travail de réintroduire petit à petit une sexualité sans produit dans la vie des personnes. Effectivement, on a aussi souvent, lorsqu'on interroge des troubles de l'érection, de la libido qui sont antérieurs à la consommation de substances, et justement le fait qu'une partie de ces caténones coupe l'érection, ça permet à certains soit de devenir passifs, ils ne s'étaient jamais autorisés à être passifs, soit de dire ah ben, je n'ai plus d'érection parce que c'est les produits qui m'amènent à ça, et donc de ne pas essayer de travailler plutôt sur les raisons de ce trouble de l'érection et de la libido. Voilà, donc ça c'était rapidement petite définition chemsex. Donc ça, je répondrai à toutes vos questions après. Maintenant, je vais plutôt vous présenter comment on travaille ce partenariat très étroit avec le lieu de modération de aide à Bordeaux. Donc, on a plusieurs types d'actions. Je commence par ce qui est vraiment estampillé réduction des risques. Donc, l'idée, c'est de mettre du matériel de consommation en accès facilité et en très grande quantité. Donc, soit par du click et collect dans les locaux de aide. Alors, pas nécessairement par un passage au CARUD, parce que pour le CARUD de Plantereuse, certains usagers chemsexuels ne se retrouvent pas dans la population du CARUD, donc je leur apporte en général le matériel à domicile. Et puis, il y a tout ce qui est RDR à distance aussi, dont on fait la promotion. On propose aussi de l'analyse de produits, parce que pour nous, il est très, très important qu'ils aient conscience que des fois, ce n'est pas les mêmes molécules qu'ils consomment, et qu'ils avaient certaines habitudes avec ces molécules, et que là, il faut se réhabituer et changer les pratiques. De l'accompagnement à l'injection et de l'intervention à domicile. C'est ce que j'ai fait vendredi dernier. Donc, l'idée, c'est par exemple donc c'est un binôme, hein, c'est une personne, un militant de chez Aide et moi, qui nous sommes rendus sur invitation chez des gens où on a amené beaucoup de matériel, et on a discuté avant la soirée, avant le plan, de leurs pratiques, avec l'idée à la fois de pouvoir orienter s'il y avait besoin, et d'amener une grande quantité de matériel, et surtout d'expliquer comment on utilise ce matériel. Donc là, c'est la partie RDR chemsex. Pendant un moment, on organisait des soirées qu'on a appelées chemsex, pour reprendre des soirées chemsex, pour reprendre le vocabulaire qui était utilisé par les chemsexeurs eux-mêmes. Et donc, un jeudi par mois, on faisait dans un accueil, avec des fois on avait un DJ qui venait sur le lieu de modération de aide, et on faisait 2-3 heures d'accueil où les gens venaient faire analyser leurs produits, discuter de leur consommation, récupérer du matériel à usage unique. Et donc ça, c'était avant le confinement. Après le confinement et après toute
les réorganisations qu'il y a pu avoir et toutes les réglementations par rapport aux horaires de sortie, on était parti sur un modèle un peu plutôt en visio. Bon, ça, c'était pas du tout, c'était pas concluant. Et lors de ces fameuses soirées, des usagers nous ont demandé clairement un lieu qui pouvait être un accueil en groupe, c'est-à-dire qu'on a monté des groupes de parole. Alors, entre chemsexeurs, donc il y a toujours un professionnel du CUID également, mais c'est des chemsexeurs qui sont là pour parler entre eux de comment ils arrivent à tenir les consos à distance ou pas. Et ça, c'est un groupe qu'on appelle Sobercams qui a lieu tous les mardis, pas tous les mardis, un mardi par mois, le deuxième mardi de chaque mois, dans des locaux pas loin du Parlement Saint-Pierre. Et puis, nos collègues de chez Aide aussi proposent ce qu'on appelle des after-camps, c'est-à-dire une soirée conviviale, puisque justement, à partir du moment où les produits ont trop envahi la vie et que tout le cercle d'amis est finalement composé de consommateurs, lorsqu'on veut sortir des consommateurs de déconsommation ou en tout cas les mettre à distance, c'est vrai que les personnes nous rappellent combien c'est difficile et combien leur vie sociale a complètement disparu. Donc, c'est des soirées conviviales. C'est bowling, c'est un restaurant, c'est aller au cinéma, c'est aller voir une exposition. Enfin, il y a plein de choses possibles. Et c'est comme ça, de cette manière, une façon de refaire du lien social pour des personnes dont le produit et la sexualité sous CAMS a envahi toute la vie. On peut faire aussi, alors ça c'est nos collègues de EMS qui le font, de AIDS qui le font essentiellement, mais on va y participer. Un travail sur les réseaux de géolocalisation, les réseaux de rencontres, où on contacte des gens qui ont un profil chemsex, alors pas pour discuter avec eux, mais pour leur donner nos coordonnées, leur dire que si à un moment ils ont besoin d'aide, il y a des structures qui pourront les accompagner pour un arrêt, on dit pour longtemps ou pour un temps ou pour longtemps, histoire de les laisser une liberté dans leur choix. Voilà, donc je vous remercie. Donc c'est je répète, c'est mais Christophe l'a dit aussi, c'est un projet, une action qui est portée à la fois par le LM de AIDS, et c'est Mathilde Caro, qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui porte cette action, et par moi-même, et Clotilde de Rennes au CUID. Voilà.